compagnie d'Alpha Baldé, de Jean-Michel Badia, notre invité exceptionnel dans l'after ce soir, c'est sa première. Et tu kiffes ou pas? Je crois que t'allais dire pas du tout. Mettre en vent après tout ce que il tu hoche la tête en façon en disant non, il dit ouais, j'ai adoré. On va comprendre. Et il nous rejoint également Simone Rovera, la pagina stranera che va cominciare, che va partire domani 23:30. Je le fais bien ou pas l'italien? Ouais, tu as déjà parlé de ton championnat portugais, donc on arrive déjà derrière. On a déjà les deuxièmes championnats dont tu vas parler ce soir. Voire les troisièmes, parce que je pense que l'Angleterre va être... Il va y avoir de l'Angleterre, de la Première Ligue, puisqu'il y avait la deuxième journée de Première Ligue. Ça a commencé hier sur SFR Sport, bien entendu. Si toi, t'es très chanceux, t'es abonné. Si tu l'es pas, bah, abonne-toi, qu'est-ce que je te dis. Ça a commencé aujourd'hui, d'ailleurs. On va vous donner les résultats, justement, de cette deuxième journée de Première Ligue. Manchester United a battu Swansea 4-0. Succès de Leicester face à Brighton 2-0. Liverpool a eu du mal, mais a réussi à battre Crystal Palace 1-0. Southampton qui bat West Ham 3-2. Deuxième défaite en deux journées pour West Ham, malgré un doublé de Chicharito. West Brom est allé gagner à Burnley 1-0. Burnley qui avait battu Chelsea lors de la première journée. Watford a battu Bournemouth. Je le fais bien. 2-0. Et Stoke, alors ça c'est la surprise, qui bat Arsenal 1-0 avec un but de Ressé. Demain, Huddersfield Newcastle et surtout demain, le derby, le match entre Tottenham et Chelsea, les deux premiers de la saison dernière. Match que vous pourrez suivre à 17h sur SFR Sport. Et d'ailleurs, Huddersfield Newcastle, deux promus cette saison. C'est aussi un match que vous pourrez suivre sur les antennes d'SFR Sport. Philippe Auclair, es-tu là, Philippe? Je suis là, Nicolas. Oh bonsoir, là là, ça Nicolas. fait plaisir. Salut Jean-Michel, salut Alpha. Salut Philippe. Comment ça va, Philippe? Ah, ça va, la journée a été longue. Hein. Et c'est pas fini, ça se poursuit demain. Et ça se poursuit demain, comme tu vois. Et on n'a pas eu de match vendredi soir, donc c'est déjà ça. Voilà, il y en aura lundi, il y aura un bon Everton City aussi lundi. C'est un match très très important, en effet, oui. City Everton, même, pour être très précis. Sur quoi, par quoi on commence, Philippe? Peut-être d'ailleurs la surprise de la journée. Arsenal qui perd face à Stoke avec un but dressé. Demi-surprise, parce que tu vois les résultats d'Arsenal à Stoke depuis déjà un bout de temps, ça a jamais été complètement brillant. C'est vrai que c'était mieux depuis sur les 8 derniers matchs là-bas. Ouais, c'était mieux depuis quelques saisons, mais là, c'est un gros coup de frein après la victoire contre Leicester, une équipe de Stoke qui m'a pas franchement séduit, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est très 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 limité. Arsenal qui s'est créé beaucoup d'occasions, mais des problèmes rémanents, je dirais, que l'on a vu, un manque de lucidité dans le dernier geste, énormément de domination dans la possession du ballon, quelques absences en défense, dont une qui a permis à Ressé de faire la différence. Une action, d'ailleurs, il est au départ et à la conclusion de l'action pour tromper Petr Cech. Oui, des interrogations, bien évidemment, ces interrogations qu'on a toujours sur Arsenal à un moment quelconque de la saison, là c'est dès la deuxième journée, mais un match décevant. Un petit coup de moins bien pour Lacazette. Titulaire, pas Giroud par contre. Non, Giroud qui est entré en jeu comme ça avait été le cas contre Leicester et comme c'est le cas depuis un petit bout de temps dans cette équipe d'Arsenal, mais cette fois-ci il n'a pas fait la différence. Il a failli la faire. Des faits de jeu peut-être qui doivent peut-être nous faire traiter cette défaite avec un petit grain de sel, en ce sens qu'il y a un penalty sur Bellerin qui est oublié, un but de Lacazette sur une passe de Giroud qui devrait être attribué mais ne l'est pas pour un hors-jeu qui n'existait pas, mais malgré tous ces faits de jeu, le fait est que Arsenal, qui avait la possibilité, et largement la possibilité de dominer une équipe de Stoke qui franchement à mon avis est médiocre, j'ai pas d'autre mot, ils n'ont pas saisi cette opportunité, les voilà qui se retrouvent maintenant à 3 points de Manchester United et de West Brom. C'est vrai que tu disais, on a l'habitude qu'Arsenal se remette en question, mais là on a l'impression que ça vient très tôt dans la saison quand même. Oui, mais écoute, l'année dernière c'était après le premier match, ils avaient perdu 4-3 contre Liverpool. Je pense pas que ça soit absolument catastrophique. Faire un début de saison un petit peu hoquetant comme cela, ce n'est pas nécessairement nouveau du côté des Gunners, mais le problème, comme d'habitude avec Arsenal, c'est le fait que ce sont les mêmes erreurs qui sont commises de match en match et de saison en saison, et c'est pour ça que quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois des supporters d'Arsenal qui sont déjà en train de s'arracher les cheveux. Et en ce qui me concerne, enfin, de s'arracher le scalp, parce que tu te demandes comment tu peux sortir de cette logique où en effet tu as la possession du ballon, tu te crées énormément d'occasions, tu tombes sur un bon gardien, ok, les faits de jeu ne sont pas nécessairement en ta faveur, ok, mais c'est pas pour ça que tu ne dois pas repartir avec au moins un point du Britannia Stadium. Encore une fois, tu jouais contre une équipe qui pour moi serait dans la deuxième moitié de tableau à la fin de la saison. Franchement, pas grandiose Stoke.
Un mot sur Alexis Sanchez. On en est où là dans ce dossier-là? On n'a pas avancé du tout. Ah ouais, ça c'est inquiétant aussi, parce que ça fait un moment qu'on en parle quand même, qu'il est ouvert ce dossier. Ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'on en parle. Ouais. En fait, on cherche en vain des informations à vous communiquer. Il semblerait qu'on se dirige vers une dernière saison d'Alexis Sanchez à Arsenal. Parce qu'en fait, si tu veux, Nicolas, les clubs dont on dit qu'ils sont intéressés par le Chilien, moi je veux bien, mais Manchester City, j'y crois pas une seconde. Hein, les clubs étrangers, on parlait beaucoup du PSG depuis le coup Neymar, je pense qu'on en parle beaucoup moins. Le Bayern, dont on parle également, parce que bon, il y avait Arturo Vidal qui a le même agent, tout genre de choses, ça a complètement disparu. Et du coup, on a un joueur qui se retrouve, je pense, dans une situation où rester pour lui est sans doute le choix le plus raisonnable et le plus rationnel. Mais malgré tout, il n'est pas là, il n'était pas sur le banc. Arsène Wenger continue de dire que bon, il a cette déchirure abdominale qui fait que il n'a pas encore pu reprendre l'entraînement à 100%, que donc il faut attendre pour le voir revenir. Bon, ça ne bénéficie pas nécessairement à l'équipe et ça ne contribue certainement pas à la tranquillité d'esprit du groupe. Mais c'est pas à cause de ça qu'ils sont perdus aujourd'hui. C'est pas à cause de l'absence d'Alexis. Ils avaient largement les moyens de battre cette équipe de Stoke. Je te parle pas des moyens sur le papier, je te parle des moyens sur le terrain. Ils ne l'ont pas fait. S'ils ne l'ont pas fait, c'est que la défense, une fois de plus, est tombée sur un coup qui franchement aurait dû être évité, et parce que les attaquants manquaient de tranchants dans la surface, que ça soit Danny Welbeck qui a plusieurs occasions, que ça soit Lacazette, bon, qui certes en met une mais qui est refusé pour ce hors-jeu inexistant, mais bon bref, ça fait partie de la vie d'un avant-centre. Et on continue, et finalement on se répète, on rabâche la même chose. Juste Philippe, ce que tu disais sur Alexis, sur ce match d'ailleurs, j'ai senti Arsenal, enfin ça c'est une autre question, est-ce que tu penses pas que ça va être longue la saison avec Arsenal, notamment dans l'entrejeu où il y a eu beaucoup, j'ai trouvé beaucoup quand même d'espace et ils n'ont pas forcément été conquérants dans un entrejeu où souvent c'est Arsenal quand même qui faisait le jeu. Oui. Mais sur Sanchez, tu dis quelque chose qui est très intéressant et qui pour moi paraît dingue au fait, on s'en rend pas compte. C'est que pour moi, c'est un mec qui jouerait pratiquement dans toutes les équipes européennes aujourd'hui comme titulaire, parce que c'est un attaquant avec un potentiel énorme, qui se démène sur tout le front de l'attaque. Et tu es en train de nous dire qu'aucune équipe ne veut ou ne propose forcément quelque chose de concret pour l'avoir dans son équipe. Plus en ce moment. Ça a été le cas il y a quelques mois de cela. Mais aujourd'hui, les équipes qui se positionnent sur lui, alors à moins qu'il se passe des choses, bien évidemment, qui n'est absolument pas filtré, ça c'est toujours possible. L'intérêt de Manchester City était réel, l'intérêt du PSG, me dit-on, était réel. Moi, j'avais pas d'informations particulières concernant le club parisien. L'intérêt du Bayern était réel. Un retour en Italie, j'y crois pas. Donc tu regardes toutes les pistes possibles. Il faut aussi prendre en compte le fait que pour Alexis Sanchez, pour qu'il parte dans un autre club, il faut voir le type de salaire qu'il faudrait lui proposer. Vu la revalorisation salariale apparemment Arsenal aurait mis sur la table, on parle quand même d'un salaire brut aux alentours de 12 à 15 millions d'euros par an. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent s'aligner là-dessus. Donc ça réduit les possibilités. Et je pense qu'en effet, on est parti pour une saison assez particulière dans laquelle tu risques d'avoir plusieurs joueurs, Mesut Özil, Alex Oxlade-Chamberlain et Alexis Sanchez, qui soient toujours à Arsenal, mais dont on s'attend à ce qu'ils quittent le club au mois de juin prochain. Et pour fermer cette page Arsenal, alors juste pour vous donner envie de continuer sur ce qui va se passer dans les semaines à venir, le prochain match d'Arsenal, c'est à Liverpool, à Anfield. Ensuite, il y a Bournemouth et ensuite un match à Stamford Bridge face à Chelsea. Voilà qui est sexy également. Et c'est Rocco qui nous dit sur l'hashtag RMC Live, c'est toujours la même chose à Arsenal, une finition plus que moyenne, des pertes de balles récurrentes qui amènent à des buts. C'est vrai qu'on a l'impression que le discours est toujours un petit peu récurrent. Oui, on se répète, avec une nouvelle fois des interrogations sur Granit Xhaka. Qui de temps à autre, c'est un excellent passeur. Il y a des moments où il te fait des choses qui te font comprendre pourquoi Arsenal a payé tant d'argent pour lui. Aujourd'hui, c'est encore lui qui perd le ballon sur l'action de Jesse. Il ne revient pas d'ailleurs. Et tu te dis, il y a en effet un véritable déficit à ce niveau-là, au niveau du milieu de terrain, et vivement le retour de Laurent Koscielny au passage. C'est là où le cap doit vraiment être passé. Mais c'est pas que le milieu de terrain, c'est vraiment collectivement. Parce que moi, j'avais été aux commentaires l'année dernière sur le déplacement des Gunners à Stoke. Oui. Et ils avaient fait un match anglais.
Un vrai match anglais dans l'intensité. Ça avait peut-être été moins flamboyant dans le contenu, mais dans l'agressivité, dans l'intensité, dans l'agressivité à mettre dans les deux surfaces, ça avait été très cohérent. Et ils avaient gagné. Et ils avaient gagné, avec notamment un doublé d'Olivier Giroud. Là, j'ai retrouvé un Arsenal dans la configuration qui lui plaît. Donc Arsenal qui joue, qui est intéressant dans la tenue du ballon, mais c'est un manque d'impact. Et c'est ce qu'on aime quand on joue, quand on est Stoke City, on joue avec ses armes. Ça fait partie de la déception de Xhaka, Philippe, peut-être que tu vas le confirmer, c'est que c'est un joueur qui était tellement important en Bundesliga, à Gladbach, qu'il a réussi à s'imposer dans ce championnat-là et à vraiment devenir un des éléments clés de ce championnat-là. Sauf qu'à Arsenal, il a jamais, j'ai l'impression, réussi à trouver ses aises au fait. Xhaka, il est entre deux eaux. Xhaka, il est entre deux eaux dans le sens où on lui a tellement vanté, et à juste titre, l'intensité, l'agressivité qui règne en Première Ligue, qu'en fait, on l'a vu, il a mis beaucoup de tacles qui sont très maladroits, où il défendait pas. J'appelais pas ça défense, c'est des agressions qui lui ont valu d'ailleurs des expulsions. Il a eu pas mal d'exclusions. De ce côté-là, il a un palmarès extraordinaire. Pour trouver le juste milieu et devenir un joueur qui compte pour Arsenal. Positivement, un petit peu. Le juste milieu, je pense que tu as trouvé l'expression qui convient. Arsenal cherche le juste milieu. Voilà, merci. Je cherchais un titre pour ma prochaine chronique, tu me l'as donné. Mais par contre, tu lui perds, il t'enverra la facture. Ce sera pas très cher. Trop rare quand même, Jean-Michel Badian, je te le dis. Une équipe à qui tout sourit, par contre, c'est Manchester United. Il y avait 4-0 lors de la première journée face à West Ham. Alors là, j'ai envie de te dire copier-coller, puisque même les buteurs sont quasiment tous les mêmes. Lukaku a encore marqué, Pogba aussi, et Martial qui rentre en cours de jeu et qui marque une nouvelle fois. Et la même physionomie, en ce sens que jusqu'à l'ouverture du score, tu avais une équipe de West Ham et une équipe de Swansea qui sont pas ridicules du tout, qui se bagarrent, qui créent des problèmes. Tu te dis, oh là, Manchester United, c'est un petit peu poussif, mais en fait, c'est parce qu'ils sont là, ils ont le ballon, ils le font passer de gauche à droite, de droite à gauche, etc. C'est pas très flamboyant. Et puis dès qu'il y a l'ouverture du score, alors là, la machine qui était jusque-là en seconde passe en troisième ou en quatrième et ça fait très 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 mal. C'est une équipe qui physiquement est hyper puissante. C'est une équipe qui défensivement s'est encore renforcée par rapport à l'année dernière où ça n'était pas si mauvais que ça. Mais si tu regardes le nombre d'interventions que David De Gea a eu à faire aujourd'hui à Swansea à l'extérieur, je crois que c'est une. Tu regardes également le gros apport de Matic aussi, au milieu de terrain. Absolument énorme. Ça se voit qu'il a libéré un petit peu Pogba d'ailleurs, qui a plus d'espace et plus de jeu. Oui, mais ça c'est évident. Paul Pogba avait besoin d'un joueur qui soit là pour assurer, pour être le point d'ancrage en quelque sorte de cette équipe de Manchester United. Non seulement défendre le back four, ce qui fait très très bien, mais également pouvoir se projeter vers l'avant, également avoir la qualité de passe courte, passe longue, ce qu'a Matic, et avoir de l'imagination. C'est une recrue formidable pour le club. Il n'est pas la seule, parce que Lukaku, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui continuent de dire oui, Lukaku, il est un peu maladroit, il est un peu ci, il est un peu ça. Je vois le but qu'il met aujourd'hui, l'enchaînement contrôle-frappe. Il est là où il a place, là où il a place, alors que le gardien il sort vite, Vous savez qu'il est un peu en avant, enfin il est pas un peu, il est en avance sur son temps par rapport à son âge, au nombre de buts marqués en première ligue notamment. Mais c'est vrai que pratiquement tout le monde, il est en avance sur tout le monde. Au niveau des stats, c'est incroyable. Mais statistiquement, c'est vrai aussi que face aux gros clubs, il marque beaucoup moins. Oui, mais ça changera peut-être cette année-là. Beaucoup moins aussi parce qu'il jouait dans des équipes entre West Brom et Everton qui n'étaient pas en capacité de pouvoir imposer aussi. Oui, bien sûr. Tu sais, Nicolas, cette histoire de. Oui, c'est pour ça, il faut les recontextualiser dans le sens où il fallait être capable de jouer dans des équipes capables d'imposer aussi une certaine intensité aux gros. Là, s'il n'a pas des stats cohérentes avec United, on pourra lui tomber dessus. Être l'avancement de West Brom ou d'Everton et de pas marquer contre le top 4, c'est plus. Mais tu sais, Nico, il y a une chose, c'est que quand on parle de ce bilan, ne pas marquer contre les grosses équipes, les équipes du top 4, dirons-nous. Tu sais que c'est quelque chose que l'on retrouve dans le bilan de beaucoup de joueurs. Tu prends Philippe Coutinho, par exemple. En ce moment, tout le monde est en train de s'arracher les cheveux du côté des supporters de Liverpool. Et toi, le scalp. Et moi le scalp, en disant oui, on peut pas laisser partir un joueur d'une telle classe. Regarde le nombre de buts que Coutinho, qui a marqué beaucoup de buts l'année dernière, a marqué contre les équipes du top 4. Tu sais la réponse? Zéro. Mais c'est pas un énorme buteur, Coutinho, on le sait. Non, mais c'est ok le meilleur buteur brésilien de PL, de première ligue, mais c'est pas un énorme buteur. Tu regardes dans le bilan de fin d'année de Liverpool, il a marqué beaucoup de buts. Il n'en a marqué aucun contre les clubs du top 4. Tu vas me dire, Lukaku, bien évidemment, c'est l'avancante, c'est son job. Il le fait d'ailleurs très très bien. Il a quand même terminé deuxième au classement des buteurs de la première ligue, derrière Harry Kane, la saison passée.
Il apporte beaucoup, il y a plus, et il va apporter de plus en plus. Parce que c'est un joueur qui est en phase de progression constante. Évidemment. Au niveau des mouvements en particulier, ça n'a jamais été son fort. C'est un joueur qui athlétiquement est si puissant. Il n'a pas nécessairement la légèreté, l'agilité, tout ce que tu voudras d'un avancement comme Alvaro Morata, par exemple. Je prends pour prendre l'exemple d'un autre joueur de Première Ligue. Mais ce que je vois, c'est qu'il fait la différence dans des matchs que Manchester United n'aurait pas nécessairement gagné l'année dernière, que ce soit le match contre West Ham ou le match qu'on a vu aujourd'hui à Swansea. Ils ont marqué 8 buts, ils en ont encaissé aucun, ils ont 6 points. Tout va bien pour Mourinho. Moi, je suis content, Philippe, que toi tu le dises au moins, comme ça, moi je suis couvert, tu vois. J'en ai pris tellement dans la gueule. J'en ai tellement pris dans la gueule cet été quand je parle de Lukaku et sur Twitter également après son match. Alors, Alpha, t'as pas besoin d'évoquer Lukaku pour te faire insulter. Ça peut s'arranger, mon gars. Philippe, un mot quand même sur la grosse affiche de cette deuxième journée. Demain à 17h, Tottenham-Chelsea, match à suivre sur SFR Sport, d'ailleurs, après le Huddersfield-Newcastle. Alors, c'est quand même, ça, c'est la grosse rivalité maintenant à Londres, Tottenham-Chelsea. C'est pour moi, c'est la plus vive, c'est la plus féroce et c'est la plus empoisonnée, je dirais même. À ce point-là ? Écoute, ça fait un petit bout de temps que je vais dans les stades anglais, mais je n'ai jamais été dans un stade où il y a une ambiance aussi à la fois excitante, passionnante et inquiétante que lorsque j'avais vu ce 2-2 entre Tottenham et Chelsea qui donne le titre à Leicester il y a 2 saisons cela. Alors là, le match sera à Wembley demain. Ouais. Il sera à Wembley. Il sera pas sold out. Il reste des places. Donc parce que je sais qu'il y a quelques amis et quelques gens qui me suivent sur Twitter qui ont demandé est-ce qu'on peut avoir encore des places. Ouais, vous pouvez aller à Wembley. Il restera encore quelques places, mais il y aura 80 000 spectateurs. C'est quand même pas mal pour un match. C'est quoi le prix pour un match comme ça à Wembley Alors écoute. Alors là, tu m'en demandes de trop, mais je pense que tu peux trouver des places à 35 livres. Donc vu que la livre est à parité avec, oui, c'est pas trop méchant. Mais c'est devenu ça a toujours été quelque chose de très particulier. Les gens de Chelsea haïssent Tottenham, je dis bien haïssent Tottenham, au point que j'ai des amis qui sont fans des Spurs qui me disent mais on comprend pas la haine qu'ils sont pour nous. Mais cette haine existe. Et encore une fois, je me souviens de ce 2-2 à Stamford Bridge où je n'ai jamais senti un stade où il y avait une telle agressivité vis-à-vis de l'équipe visiteuse. Jamais. Heureusement, ça ne déborde pas. Mais c'est en effet, on parle quand même du champion et du vice-champion. Et de 2 équipes qui ont leurs problèmes en ce moment. Tottenham a certes gagné, mais on sait, il y a eu la fameuse interview de Danny Rose. Il y a quand même, au niveau du recrutement, c'est pas nécessairement ce qu'attendaient les supporters des Spurs. Et puis du côté de Chelsea, il y a cette défaite le premier jour. Il y a également des problèmes de vestiaire. Il y a l'histoire Diego Costa, Hazard qui est pas là, Fabregas qui est suspendu, Gary Cahill qui est suspendu. Bref, on a tous les éléments en place pour avoir un match, je pense, assez palpitant et plein d'engagement, dirons-nous. Merci d'un beaucoup, côté comme Philippe. de l'autre, et dont nous reparlerons, j'en suis certain, mon cher Nicolas. C'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe. Merci à vous. Voilà, passionnant comme d'habitude, notre cher Philippe Auclair. On vous le rappelle, demain 14h30, Huddersfield-Newcastle, 17h, Tottenham-Chelsea, 2 matchs que vous pourrez suivre sur SFR Sport. Simone Rovera est en train de s'échauffer depuis tout à l'heure. On va évoquer la reprise de la Serie A. C'est juste après ça.